Bienvenue à édition 62, merci de nous être fidèles. Les assises criminelles avec et sans assistance de jury débutées cette semaine se sont poursuivies ce vendredi dans la juridiction de Port-au-Prince. Durant ces assises, le tribunal devrait traiter plus d'une trentaine de cas liés au meurtre, viol, vol à main armée, tentative d'assassinat, etc. Suivant un bilan partiel dressé par Joseph Pierre-Louis, responsable du greffe du palais de justice de Port-au-Prince, le tribunal a déjà rendu plusieurs verdicts, parmi eux des acquittements et des condamnations. Le tribunal a levé siège le mardi 10 mars en mémoire de maître Fritz Pierre, assassiné en son domicile à Tabar. Mis à part cette interruption, les audiences se poursuivent, a conclu Joseph Pierre-Louis. Et pour le 9 mars, mais 9 mars, c'était une contrariété qui était fait que 2 affaires, 5 affaires qui étaient fixées pour 9 mars, il n'y a pas de passé. Non, il n'y a pas 5, excuse-moi. C'est 2 qui pas passé. Maintenant, après, tout l'autre vient passer là. Il y a une, le 9 qui pas non entendu, c'est un problème, dossier avec. C'est un problème. Qui n'a-t-il problème ça? Bon, premièrement, pour 9 mars, avec jury, c'est un problème au point de vue administratif qui fait que il n'y a pas de passé. Mais, sans jury, il y a 3. Il y a 2 qui sont passés. Mais il y a une qui pas attendait, pas gain information fixe pour me dire mais qui ça fait que le pas attendait lui-même. Mais il y a 2 avec jury, c'est en question administrative qui fait que le pas passer. Et le mardi, nous avons 5 cas qui étaient fixés pour mardi 10. C'est disons 5 cas qui étaient fixés, mais il y a un avocat qui a été assassiné. Que je nous dit ça. Maître Fritz Pierre, un avocat militant, la Cali a assassiné. À cause de ça, le bâtonnier a demandé pour lever siège, puis c'est son avocat militant. Mercredi 11 mars. Il y a une affaire qui était fixée, qui est envoyée par devant l'audience criminelle parce que c'est crime de sang. Il était dévoilé sans jury. Et ils ont fixé pour attendre, ils ont renvoyé par devant le tribunal criminel avec jury. Le 11 mars, oui, il y a un monsieur qui est condamné à 9 mois d'emprisonnement avec une amende de 96 gouttes. Il y a un autre qui est condamné à 7 ans de travaux forcés avec bénéfice de la loi de l'Espinasse. Et il y a un troisième encore qui est condamné à 5 ans avec 100 000 gouttes de dommages intérêts. Et il y a une dernière affaire là, il y a prévenu en juin acquittement. À part de contrariété que je annoncé plus haut, Assise a fonctionné très bien. Très bien. Assise a fonctionné. Actuellement, il y a plusieurs audiences qui ont marché. Et il a fait appel pour faire formation jury pour l'audience capable de continuer. Après ça, pas grand rien qui est contrarié, on a continué avec Assise. L'organe exécutif du Conseil national des télécommunications, le CONATEL et le rectorat de l'Université d'État d'Haïti ont paraphé ce vendredi un protocole d'accord qui vise à mobiliser les ressources académiques nécessaires en vue de permettre de mieux encadrer les acteurs du secteur pour une mise à profit des opportunités économiques et technologiques du pays. Selon Jean-Marie Guillaume, directeur général du CONATEL, la signature de ce protocole d'accord est l'aboutissement d'un long processus qui va permettre à l'UEH de participer dans la modernisation de notre société à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Jean-Marie Guillaume est au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé. Organisation du marché de la radiodiffusion, le passage au numérique, la promotion de nouveaux modèles économiques propices à l'essor des industries de contenu, le développement des filières permettant une meilleure appropriation des opportunités offertes par les TIC. Ce protocole d'accord que nous signons au-delà d'une simple collaboration est un précédent qu'il nous appartient d'entretenir. Il y va de la santé du secteur des télécommunications. Il y va de la santé
de l'économie nationale. Il y va surtout du rôle que doit jouer l'université dans la modernisation de notre société à l'heure des technologies de l'information et de la communication. Il y va surtout de la nécessité de mobiliser le savoir académique au service des politiques publiques pour une société dans laquelle l'obligation des résultats devient la règle. Le rectorat de l'UEH se réjouit de la signature de ce protocole d'accord avec le CONATEL dans l'objectif de mobiliser le savoir académique au service des politiques publiques. Jean-Vernet Henry, recteur de l'UEH, a pris l'engagement sur le rôle que va jouer l'université dans le domaine de la recherche et de la communication dans le pays. Jean-Vernet Henry. À l'occasion de cette cérémonie de signature de protocole entre deux institutions publiques, et pas des moindres. L'Université d'État d'Haïti, qui a la responsabilité de former des cadres, d'appuyer l'État, et la CONATEL, qui est l'institution régulatrice des modes de communication en Haïti. Cette cérémonie, pour moi, représente une très grande satisfaction, comme je l'ai mentionné, du fait que une institution d'État a bien voulu répondre à l'appel du pied que l'Université d'État d'Haïti n'a cessé de lancer auprès d'autres institutions d'État, institutions publiques. L'Université d'État d'Haïti est une institution de service public qui a pour mission de former, qui a pour mission aussi d'effectuer de la recherche pour accompagner le pays dans sa quête de développement, dans ses efforts pour transformer de manière positive notre pays. Ce partenariat ce matin que nous concrétisons, nous allons concrétiser par la signature de ce protocole, revêt une importance particulière. Vous savez que nous sommes un pays oral. Un pays où la communication, particulièrement de nos jours, la radio, la télévision, a un rôle important à jouer. Il y a lieu de renforcer cette institution. Il y a lieu de renforcer ce secteur. Comme vous le savez, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il se trouve que ce secteur est très peu réglementé. C'est dans ce sens que l'Université d'État a fait beaucoup d'efforts pour entamer, avec les universités partenaires étrangères, la formation de cyberjuristes. Des gens qui peuvent nous accompagner dans la réglementation de notre système. Et c'est un début. Nous avons déjà des gens qui sont au niveau doctorat dans le domaine de la cyberlégalité. L'Organisation du peuple en lutte OPL exprime des préoccupations par rapport à la dégradation du climat sécuritaire dans le pays. Le parti politique qualifie la résurgence du phénomène de l'insécurité d'actes minutieusement planifiés et calculés. Le responsable de la coordination départementale ouest de l'OPL met sur le compte de certains secteurs politiques la multiplication des actes de banditisme dans le pays. Fort de ce constat, Hervé Saint-Ilus exige du Conseil supérieur de la police des dispositions nécessaires en vue de mettre les bandits hors d'état de nuire. Hervé Saint-Ilus au micro de Jean-Alain Smakajou. Premier point, c'est problème insécurité planifiée
capé saccager la population la journée tant que la nuit. Il y a un secteur ou soit plusieurs secteurs dans la société bien déterminée qui a un remote contrôle insécurité en main yo li men yo bal volume les gens veulent. Même ministre on cap dit rentrer dans jeu de ça. Deuxièmement, nous demander CSPN qui c'est conseil supérieur la police nationale là pour prendre toute disposition légale que la loi bayo pour traquer tous les bandits légal ou illégal dans quel que soit quand yoye cap simer la trouble dans pays. N'a profité demander M. Martelly pour prendre responsabilité comme président pays. Premier ministre Evans Paul pour prendre responsabilité. Moun dans société civile là pour prendre responsabilité yo. Parti politique yo doit prendre responsabilité yo et population haïtienne doit prendre responsabilité. Le président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Aupon, dans le viseur de l'Organisation du peuple en lutte, l'ancien directeur général du CEP de Gare d'Orsainville, sera sommé sous peu en vue de fournir des explications sur les résultats des élections de 2010. L'annonce a été faite ce vendredi par Hervé Saint-Ilus, coordonnateur départemental ouest de l'OPL. Pierre-Louis Aupon sera poursuivi pour son rôle hyperactif dans la publication des résultats des dernières élections jugées incorrectes, s'il faut croire Hervé Saint-Ilus. On a profité critiquer KEPA qui pas de bail parti politique yo chance pour te participer dans question proposition on cap dit loi électorale 2013 là qui paraît kounya tant qu'on coup d'éclair décret loi et nous saisi ouais Mouché Aupon kounya vini comme président KEPA et nous songer degré d'implication Mouché Aupon comme ancien directeur général et responsable opération électorale côté Mouché Aupon te campé a gardé si c'est gardé seulement l'état gardé côté bandi ak valise l'argent US retranché dans parlement et yo prendre d'assaut n'a fait tout le monde songer Mouché Aupon représenter un petit clic dans secteur privé qui pas aimer pays qui pas payer taxe qui dans toute combine et compte pays depuis 1904 jusqu'à journée jeudi. Cinquièmement, dans la rencontre qui était faite jour mardi 25 février 2015 en 3h35 dans la soirée, Mouché Aupon déclaré résultat te bail comme responsable électoral là, c'est par lui-même Mouché Gare d'Orsainville publié dans l'élection 2010. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes dans l'OPL, nous pourrons sommer nouveau président et KEPA pour dire devant qui de droit vrai résultat ça le connaît dans l'élection qui était passée dans l'élection 2010. Et sixièmement, nous avons demandé tous les partisans, sympathisants, membres OPL, toute population pour mettre au prêt parce que OPL pour engager le combat électoral et combat électoral la veut dire tout civis pède pas genteke bon. Un coup d'œil dans l'actualité internationale. Cesare Battisti, l'écrivain italien incarcéré depuis 4 ans, sera peut-être expulsé du Brésil, accusé de meurtre de 4 personnes, crime que ce dernier a toujours nié. Suivez ce reportage. Mars 2007, Cesare Battisti, ici dans un 4x4 de la police fédérale brésilienne, est arrêté une première fois à Rio, où il vit clandestinement. Incarcéré pendant 4 ans, il sera finalement libéré car le président de l'époque, Luiz Inácio Lula da Silva, refuse la demande d'extradition de l'Italie. Ce jeudi, l'ancien militant d'extrême gauche a de nouveau été interpellé en vue de son expulsion. Des allers-retours en prison et une vie en cavale qui commence à la fin des années 70 en Italie. Cesare Battisti est alors membre des Prolétaires pour le communisme, un groupuscule qui prône la lutte armée. Il est accusé du meurtre de 4 personnes, dont un gardien de prison et un agent de police. Motif invoqué, ces hommes symboliseraient la répression contre-révolutionnaire. Des crimes que Cesare Battisti a toujours niés. Alors que la justice italienne finit par le condamner à la prison à vie, il fuit vers la France de François Mitterrand, qui a promis l'asile aux anciens activistes réfugiés sur son sol s'ils renoncent à la violence. Un répit d'une 15aine d'années pendant lesquelles il devient gardien d'immeubles et auteur de romans policiers.
Mais en 2004, son passé le rattrape. La Cour d'appel de Paris valide la demande d'extradition des autorités italiennes. Cesare Battisti a pris les devants, il se trouve déjà au Brésil. L'Islande se dit n'être pas intéressée à se porter candidate à l'Union européenne. Pourquoi l'Islande veut prendre ses distances avec l'UE? Suivez ce reportage. L'Islande décide de garder ses distances avec l'Europe. Sur son site internet, le ministère des Affaires étrangères publie jeudi un communiqué pour annoncer le retrait de sa candidature à l'UE, sans invoquer de raison précise. Les intérêts de l'Islande sont mieux servis en dehors de l'Union européenne. Mais cette marche arrière n'est pas une si grande surprise. Dès son arrivée au pouvoir en 2013, le Parti du Progrès avait promis de mettre un terme au processus d'adhésion lancé il y a 6 ans. En 2009, l'Islande traverse une grave crise économique et financière. Le gouvernement de centre-gauche de l'époque décide alors de frapper à la porte de l'Union européenne pour aider le pays à sortir de la récession. Le dialogue est engagé, mais Reykjavik bloque sur les quotas de pêche que veut lui imposer Bruxelles. La question n'est même plus abordée lors des négociations entre 2011 et 2013. Puis les eurosceptiques arrivent à la tête du gouvernement et le dialogue est totalement suspendu. 2 ans plus tard, le Parti du Progrès tient son engagement et retire la candidature de l'Islande. L'opposition, elle, dénonce un passage en force. Pour qui se prend ce gouvernement? S'il pense qu'il peut juste mettre un terme aux négociations avec l'Union européenne sans même consulter le Parlement, ce n'est rien de moins qu'une attaque envers la démocratie parlementaire. Malgré ce retrait, le gouvernement affirme qu'il veut maintenir des liens étroits avec l'Europe. Sans être membre de l'UE, l'Islande fait déjà partie de l'espace Schengen et de l'Association européenne de libre-échange. Un tremplin pour l'industrie du commerce et du tourisme islandais. Le pape François a 2 ans au Vatican. Depuis son pontificat, le pape François s'est montré ouvert et motivé à apporter de profonds changements au Vatican. Pour ces 2 ans, des fidèles catholiques sont venus du monde entier pour marquer cette date. C'est un jour de fête au Vatican. Ce groupe de fidèles a fait plus de 10 heures d'avion pour pouvoir célébrer ici la création du premier cardinal catholique originaire du royaume du Tonga. Un archipel d'îles perdues au fin fond de l'Océanie. C'est une journée historique pour nous, pour tous les Tongiens. Quand on l'a appris, nous étions tellement heureux, tellement surpris. On n'a jamais imaginé de venir à Rome. À 53 ans, Sohan Mafi devient désormais le plus jeune cardinal de l'Église catholique, mais surtout le symbole du message d'ouverture et de renouveau du pape François. C'est un message important pour nous tous. Pour moi, en tant que prélat, je ne dois pas m'enfermer dans mon bureau à faire de la paperasse. Il faut sortir, s'imprégner de l'odeur des moutons et aller aider les plus faibles, comme il dit. Petit à petit, le pape François choisit de nouveaux cardinaux venus d'Amérique latine, d'Afrique, d'Océanie ou d'Asie. En diminuant la présence des Européens, François change progressivement l'équilibre des pouvoirs au sommet de l'Église. Car ce sont eux qui voteront pour le prochain pape. Et dès maintenant, le pontife tient à les prévenir contre les attitudes mondaines et carriéristes. Nous sommes enclins à la jalousie et à l'orgueil en raison de notre nature blessée par le péché. Et les dignités ecclésiastiques aussi ne sont pas exemptes de cette tentation. L'Église qui est à Rome joue un rôle exemplaire, à la manière dont elle préside dans la charité. Et pour réorienter l'Église vers le chemin de la charité, François a lancé un imposant parcours de réforme de la curie romaine, c'est-à-dire le gouvernement de l'Église. Aujourd'hui, il a convoqué au Vatican les cardinaux du monde entier pour discuter les orientations des réformes. Au programme, un dossier délicat, les finances du Saint-Siège. Par le passé, la Banque du Vatican a été mal gérée. Elle a probablement été utilisée pour faire du blanchiment d'argent. Et donc aujourd'hui, l'objectif est de la remettre au niveau des meilleurs standards internationaux de transparence. Nous voulons avoir nos comptes clairs et transparents aux yeux de tous. Mais au-delà des finances, c'est l'ensemble de la structure du gouvernement de l'Église qui s'apprête à subir de profonds changements. Les principaux organismes de la curie romaine vont fusionner dans 2 grands ministères. Le premier sera dédié
aux laïcs, aux fidèles, à tous les thèmes de la famille. Le deuxième sera consacré à la justice et à la paix. Chose nouvelle, un organisme pour l'écologie et l'environnement sera également créé. Marco Politi suit le quotidien du Vatican depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, il mesure l'ampleur des changements que François prépare. L'enjeu, c'est une révolution de la manière de travailler de la curie romane, d'avoir une curie qui est plus attentive à ce qui se passe dans les églises locales et surtout de commencer une décentralisation. Des réformes réclamées par les fidèles qui suivent de près le pontife dans chacun de ses déplacements. Cet après-midi, ils sont des centaines à l'attendre à l'extérieur d'une paroisse de la périphérie de Rome. Gaspare Palaya est venu avec sa famille. Ils ont patienté pendant plusieurs heures pour l'apercevoir ne serait-ce qu'un instant et soutenir son esprit réformateur. L'Église doit absolument s'adapter à notre époque. Nous sommes en 2015. Sur certains côtés, elle est restée bloquée dans le passé. Mais maintenant, elle doit s'adapter. C'est le pape François qui mène cette bataille et on espère qu'il réussira. Malgré la popularité du pontife, le chemin à parcourir est encore long. L'application concrète de ces réformes prendra du temps et la publication du décret qui réforme la curie n'aura pas lieu avant l'année prochaine. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.